reprend, cette fois-ci, mécanisme de retour à l'équilibre suite à un choc d'offre positif. Alors c'est parti. Donc situation donc initiale, graphique 1. Donc vous dessinez ce graphique comme ça. Alors petite astuce hein, pour quand vous dessinez votre graphique, là on va faire un choc d'offre positif. Ça veut dire que la courbe va se déplacer vers la droite. Alors pour vous faciliter les dessins, quand vous ferez mettez la courbe d'offre déjà la première plutôt vers la gauche pour vous laisser de la place, pour vous déplacer vers la droite. Vous voyez, moi, le point d'équilibre, il n'est pas vraiment au milieu, il est déjà un petit peu à gauche. Hein. Vous allez voir, c'est plus pratique après pour faire glisser la courbe. Donc, bon, en tout cas, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, offre croissante, sauf que comme je l'ai appelé O1, parce que c'est celle-là qui va se déplacer. C'est plus D1, parce que D, ça va pas bouger, donc je l'appelle juste D. Donc courbe d'offre croissante, courbe de demande décroissante, prix, quantité, équilibre. Comme ça, comme à chaque début de raisonnement. Donc point d'équilibre au prix P1. Ok. Deuxième étape. Choc d'offre positif. La courbe d'offre glisse vers la droite. On passe de O1 à O2. Comme vous l'avez compris désormais, suite à un choc, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc désormais, au prix P1, le marché est en déséquilibre. Au départ, on avait au prix P1 ce point d'intersection qui montrait qu'il y avait égalité entre l'offre et la demande. Or, la courbe d'offre, désormais, elle n'est plus ici, hein, elle s'est déplacée, elle est là. Donc, à partir du prix P1, si on se déplace et qu'on va toucher la courbe d'offre, on voit que la quantité offerte qui se lit ici, mais il n'y a pas d'écriture, comme je vous ai dit, pour simplifier, j'ai pas noté cette quantité. On voit bien que la quantité offerte pour le prix P1, la nouvelle quantité offerte au prix P1, elle est plus élevée que la quantité demandée, qu'on va lire ici. Et alors, je vous rappelle que c'est la quantité demandée qu'on lit ici parce que, au départ, ici, c'est la quantité qui égalise l'offre et la demande. Parce qu'il y a la courbe de demande qui passe là. Donc, au prix P1, c'est toujours la quantité demandée qu'on lit ici. Okay, on ne lit plus la quantité offerte, mais la quantité demandée, elle est toujours ici. Donc, suite au choc d'offre positif, on a un déséquilibre. La quantité offerte qui est ici, la nouvelle quantité offerte, est supérieure à la quantité demandée. Alors, comment allons-nous revenir à l'équilibre? Quatrième étape. Donc, comme l'offre est supérieure à la demande, les offreurs se font concurrence. Je vous rappelle que les mécanismes concurrentiels, on va dire, s'exercent du côté du marché où il y a trop de quelque chose. En l'occurrence, ici, c'est l'offre qui est en excès. Il y a trop de marchandises par rapport à la quantité demandée. Donc la concurrence s'exerce côté offreur cette fois-ci. Et donc, cette concurrence conduit les offreurs à baisser leur prix de vente. Chacun a envie d'écouler sa production, bon an, mal an. Donc, il y a une pression à la baisse hein, sur le prix de vente. Donc, le fait que le prix baisse et que ça échappe à la volonté de certains offreurs, hein, personne ne fait ça de gaieté de cœur, hein, ils aimeraient tous vendre plus cher. Bon, le fait que le prix baisse, ça s'impose à tout le monde. Et donc, comme vous le savez, quand un prix baisse, ça oblige certains offreurs à réduire la quantité offerte. Certains offreurs ont tout intérêt à produire moins parce que avec ce nouveau prix plus faible, ils vont sûrement avoir des coûts marginaux de production supérieurs au prix de vente. Et donc, ils vont produire, ça va leur rapporter moins que ce que ça leur coûte à produire. Donc, le mécanisme qu'on a déjà vu, hein, c'est que quand le prix baisse, la quantité offerte a tendance à baisser aussi pour maintenir les profits au maximum pour les offreurs. Mais bon, ça je vous l'explique, mais bon, ce que vous pouvez retenir tout simplement, c'est que quand le prix baisse, la quantité offerte baisse aussi. D'accord, on se déplace le long de la courbe d'offre. Deuxième effet concomitant lié à la baisse du prix de vente, vous commencez à avoir compris, hein, c'est que ça fait croître la quantité demandée. Donc effet de substitution, effet revenu. Donc quand le prix baisse, ça attire des demandeurs et ça fait croître la quantité demandée. Alors comment ça se manifeste? Donc là, comme d'habitude, la baisse du prix fait ceci. Ça réduit l'écart. Donc on se déplace simultanément le long de la courbe de demande. Hein. Plus on descend la courbe, plus la quantité demandée augmente. Et plus on descend le long de la courbe d'offre O2, là, plus la quantité offerte diminue, jusqu'à ce qu'on arrive à un nouvel équilibre. Donc je recommence. Hein, plus le prix baisse,
plus l'écart entre les deux quantités, offertes et demandées, se résorbe jusqu'au point d'équilibre, le nouveau point d'équilibre, E2. Donc là, vous redessinez un nouveau graphique à côté, qui s'appelle graphique 2, équilibre final, avec tout ce qu'il y a là-dessus, d'accord? Le nouvel équilibre, l'ancien prix, le nouveau prix, le sens de variation du prix, l'ancienne quantité échangée, la nouvelle quantité échangée, le sens de variation des quantités. Voilà. Et on peut ainsi conclure avec le petit 5. Donc au prix d'équilibre P2, la quantité offerte est de nouveau égale à la quantité demandée. D'accord? C'est le principe d'un équilibre hein, sur un marché. On se trouve donc au point E2. Désormais, la quantité échangée Q2 est plus élevée et le prix de vente P2 plus faible. Voilà ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un choc d'offres positif sur un marché concurrentiel. On passe à présent au dernier mécanisme, c'est celui du choc d'offres négatif. Donc, comment on revient à l'équilibre avec un choc d'offres négatif? Donc, équilibre initial, donc comme à chaque début de mécanisme, hein, donc vous recopiez ce graphique avec tous ces éléments-là. Vous ferez attention, comme c'est un choc d'offres, c'est O1, c'est la courbe d'offre qui a un numéro pour démarrer. La demande, elle ne bougera pas, donc elle n'a pas de numéro. C'est O1, parce que c'est la courbe d'offre qui va bouger. Donc au début, on est à l'équilibre, ok. Deuxième étape, choc d'offre négatif. Donc la courbe d'offre se déplace vers la droite, non, vers la gauche, pardonnez-moi. Donc vers la gauche, hein, se rapproche de l'origine du graphique. On passe donc de la courbe O1 à O2. Ce glissement, ce choc d'offre négatif conduit à la formation d'un déséquilibre. Donc je me répète, hein, au prix P1, au départ, on était au point d'équilibre ici. L'offre, la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Offre est égale à la demande. Or, désormais, avec le déplacement de la courbe d'offre, O2, la nouvelle quantité offerte au prix P1, elle se lit ici. D'accord? Donc P1, on touche la courbe d'offre, la nouvelle courbe d'offre, on descend, et on voit que la quantité offerte pour le prix P1, elle est désormais beaucoup plus faible que tout à l'heure. Donc ça crée un déséquilibre, hein, la quantité offerte est plus faible que la quantité demandée. D'accord? Puisque au prix P1, on touche la courbe de demande qui n'a pas bougé, elle. Hein. Hop, on redescend, et la quantité demandée, qui représente Q1, elle est désormais plus grande hein, que la quantité offerte avec la nouvelle courbe d'offre. Donc ça, c'est un déséquilibre, ça nous embête, et on veut revenir à une situation d'équilibre, justement. Alors, comment ça passe? Comment ça se passe? Donc, petit 4. Donc, comme la demande est supérieure à l'offre, donc là, il y a trop de demandes par rapport aux quantités offertes, ce sont les demandeurs qui se font concurrence, parce que tout le monde veut acheter le bien, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Donc c'est eux qui se font concurrence, et les offreurs savent que, comme les demandeurs sont en surnombre, ils vont accepter hein, de payer plus cher. Donc les offreurs en profitent pour augmenter le prix de vente, augmentation de P. Cette hausse du prix de vente a deux effets concomitants. Elle permet d'une part aux offreurs d'augmenter la quantité offerte. Voilà, c'est tous les mécanismes qu'on a déjà évoqués. Hein. Donc quand le prix de marché augmente, la quantité offerte augmente. Et dans le même temps, l'augmentation du prix de vente va évincer un certain nombre de demandeurs qui vont considérer que ce prix est trop élevé par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs préférences personnelles. Et donc, ils vont refuser d'acheter le bien pour ce prix-là. Donc, à mesure que le prix augmente, la quantité demandée va baisser. Ces deux effets concomitants vont avoir pour conséquence de résorber le déséquilibre jusqu'à revenir à un nouveau point d'équilibre. Donc, regardons ensemble. Donc, le prix P augmente en P1, puis hop, P augmente. Et à mesure que P augmente, la quantité offerte augmente et la quantité demandée diminue jusqu'à ce qu'on arrive au nouveau point d'équilibre. On recommence. Le prix P augmente, la quantité offerte augmente et la quantité demandée diminue. On remonte le long de la courbe de demande, on remonte le long de la courbe d'offre jusqu'à ce qu'on atteigne le nouveau point d'équilibre. Donc vous redessinez ce nouveau graphique avec tout ce qu'il y a dessus. Ok, hein, l'ancien prix, le nouveau prix, l'ancienne quantité échangée, la nouvelle quantité échangée. Une flèche pour indiquer le sens de variation du prix et de la quantité. Des petites flèches ici pour indiquer dans quel sens on va d'un ancien équilibre à un nouvel équilibre.
Et on peut noter la conclusion, le petit 5. Donc au prix d'équilibre P2, la quantité offerte est de nouveau égale à la quantité demandée. Le point d'équilibre du marché se trouve en E2. Désormais, la quantité échangée Q2 est plus faible et le prix de vente P2 est plus élevé. Voilà la conclusion de ce choc d'offres négatif. Et maintenant, vous savez comment est-ce qu'un marché est autorégulateur, par quel mécanisme un marché revient-il toujours à l'équilibre, pour peu qu'on respecte toutes les hypothèses du marché de concurrence pure et parfaite, ce qui est loin d'être toujours le cas, très loin même d'être toujours le cas dans la réalité. Voilà, bonne journée.